Je vous remercie infiniment. Je suis profondément honoré et ému par votre présence à tous et par l'invitation qui m'a été adressée par l'Université de Nantes. J'exprime toute ma gratitude à Philippe Lenoir, qui est devenu un ami, un des membres de ma famille nantaise, qui a été la cheville ouvrière de cette rencontre. Madame la vice-présidente, professeur Bousquet, chers collègues, en vous adressant mes remerciements pour votre présence, je profite de cette occasion pour vous dire à quel point j'ai aimé entendre il y a quelques jours au Grand T le propos que le président de Nantes Université a tenu sur la signification de l'université publique et sur la position qu'a prise votre université concernant les droits d'inscription des étudiants étrangers hors communauté européenne. En déclarant ainsi que lorsqu'il s'agit de ce bien commun qu'est l'éducation, il ne peut pas y avoir de sélection selon l'appartenance, le président a donné une illustration du concept qui est mon propos de ce soir, faire humanité ensemble. Cette expression qui est un peu bizarre en français, faire humanité ensemble, est selon moi la meilleure traduction dans notre belle langue d'un concept venu des langues bantoues d'Afrique du Sud, d'Afrique australe plutôt, qui est Ubuntu. Et alors j'ai inscrit au tableau tous les mots un peu étranges que je vais prononcer ce soir. Qu'est-ce que c'est que Ubuntu? Permettez-moi, avant d'expliquer directement cette notion, dont j'espère qu'elle deviendra d'usage courant dans notre langage à tous au sortir de cette conversation, de donner deux illustrations de Ubuntu, pour mieux vous expliquer ce dont il s'agit. La première illustration m'amènera vers le championnat américain de basketball et la seconde illustration m'amènera à une tribune publiée dans Le Monde par l'ancien ministre et toujours écologiste Nicolas Hulot. Donc, mon premier exemple, ma première illustration. Ceux d'entre vous, très nombreux, je le sais, qui suivent la National Basketball Association, autrement dit la NBA, savent qu'il y a un coach tout à fait célèbre pour lequel Ubuntu est à la fois le nom de la philosophie qu'il applique pour entraîner son équipe et le cri de guerre qu'il fait pousser à ses hommes avant leur descente dans l'arène. Cet entraîneur s'appelle Doc Rivers et aujourd'hui il est en charge des Los Angeles Clippers. Mais s'il parle encore d'Ubuntu sur la côte ouest, où il est maintenant basé, tout a commencé pour lui lorsqu'il était à Boston. Et vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous encore une fois nombreux qui suivaient la NBA, que lorsque l'entraîneur Doc Rivers a présenté pour la première fois aux joueurs de l'équipe des Celtics de Boston, il s'est présenté à eux, il avait un défi à relever qui était celui de trouver les mots justes pour que ces hommes, et en particulier trois vedettes que les Boston Celtics avaient engagées, Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett, donc pour que ces hommes, et en particulier ces trois-là, comprennent ce que signifie tout simplement jouer ensemble, être dans la même équipe, c'est-à-dire jouer l'un pour l'autre, chacun s'améliorant en améliorant l'autre. Et le mot que Doc Rivers a trouvé pour traduire cela, c'était Ubuntu. Il a donc décidé d'enseigner Ubuntu à l'équipe de basketball des Celtics avec l'aide d'un entraîneur sud-africain du nom de Matungulu. Son équipe a alors adopté comme cri de guerre Ubuntu et a gagné, je crois, 3 championnats de suite. Je parle, alors ma fille me dit non, elle sait mieux que moi. Peut-être pas 3, 2 alors, on va dire. Bref, le sens du mot Ubuntu ici, faire équipe, faire humanité ensemble, s'améliorer l'un par l'autre, l'un au miroir de l'autre, commence, je crois, à vous apparaître. Ma seconde illustration est peut-être plus dramatique. Dans le journal Le Monde du 30 avril 2016, Nicolas Hulot s'était ému de la catastrophe humanitaire que constitue ce qu'on appelle la crise migratoire
et l'indifférence, si ce n'est l'hostilité, que suscite aujourd'hui la figure du migrant. Et sa tribune dans Le Monde a posé la question suivante, vous vous en souvenez peut-être, concernant les migrants, où est passée notre humanité? Nicolas Hulot faisait ainsi d'abord le constat que les guerres, les persécutions et les destructions des écosystèmes avaient pour conséquence que jamais depuis le grand désastre de 1939-1945, le monde n'avait vu autant de réfugiés et de migrants demander humanité et hospitalité. Et nous venons de voir aujourd'hui même dans les journaux que plus de 70 millions de personnes se sont trouvées jetées hors de chez elles par les guerres et les persécutions en l'an 2018. Une fois que l'on a dit ces chiffres-là, il ne faut jamais oublier que la première destination des réfugiés, c'est tout simplement la maison d'à côté. C'est-à-dire que quand on entend ces chiffres, on a l'impression « Oh mon Dieu, la forteresse Europe va être assiégée par 70 millions de réfugiés ». Non, les 70 millions vont d'abord à côté. Ces réfugiés vont d'abord dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, par exemple, et pour la 4e année consécutive, c'est la Turquie qui a accueilli le plus de migrants et de réfugiés. De la même manière, puisque la figure du réfugié est devenue celle du Syrien, c'est le Liban qui aujourd'hui croule sous le poids des réfugiés syriens et on est à se demander si son économie ne va pas s'effondrer sous le poids ainsi reçu. Et vous l'avez peut-être lu dans les journaux récemment, le Liban a interdit à ces réfugiés syriens qui, comme il fallait s'y attendre, ont remplacé les réfugiés palestiniens à Chabra et à Shatila, de construire en dur. L'idée étant qu'il ne faut pas transformer le provisoire en permanent. Se rappeler cela, c'est comprendre le caractère mondial, global, comme on dit plutôt en anglais, de cette fameuse crise migratoire et de cette fameuse crise de l'humanité dont on se serait attendu à ce qu'elle soit la réponse à une crise de cette ampleur. Et Nicolas Hulot déplorait dans sa tribune que dans bien des cas, cette demande d'humanité et d'hospitalité ne rencontre qu'un rejet presque instinctif. Et je reviendrai tout à l'heure sur la signification du mot instinct. Et surtout que des droites extrêmes, celles qu'on appelle des populismes, que je préfère quant à moi appeler des ethnonationalismes, jouent cyniquement et de manière calculée sur toutes sortes de phobies liées à ces chiffres en faisant circuler des mots comme invasion, remplacement ou ruée. Demander, comme le faisait Nicolas Hulot, où est passée notre humanité, c'est prendre la mesure d'un remplacement non pas d'une population par une autre, ce qui est tout simplement absurde, ça n'a pas de sens, mais du remplacement de l'idéal d'une humanité à faire ensemble, et maintenant vous voyez que la signification en est Ubuntu, qui semblait être la promesse d'un monde d'après le mur de Berlin et d'après l'apartheid sud-africain, remplacement donc par les ethnonationalismes. Un modèle achevé de ces ethnonationalismes est ceux qui se font appeler génération identité et qui se posent en vigile veillant sur les frontières de la tribu. C'est moins la migration qui est le problème que la distribution en tribus de l'humain et de ce que j'appelle donc l'ethnonationalisation de la citoyenneté. Pour résumer les deux exemples que je viens de vous présenter, je dirais ceci. La réaction de l'entraîneur Doc Rivers à l'individualisme et à l'égoïsme qui caractérise souvent les méga-stars de la NBA, et pas seulement de la NBA, il n'y a qu'à voir Neymar au PSG, cette réaction a été pour lui Ubuntu. Un exemple de ce que cela signifie répondre à l'individualisme de ces mégastars, ça a été la décision de Doc Rivers de leur enseigner d'abord une philosophie du être ensemble. Deuxième exemple que je vous ai donné, en parlant de notre humanité, au double sens de la totalité en quoi nous constitue une condition partagée et du sentiment que nous pouvons en avoir, donc l'humanité comme totalité et l'humanité comme sentiment humain, Nicolas Hulot aussi invitait à voir dans le migrant ou la migrante
non pas celui ou celle que je constitue comme radicalement autre que moi, par sa couleur, par sa langue, par sa religion, mais celui ou celle au miroir de qui je mesure et je réalise mon humanité. Ubuntu est donc constitution de l'humanisme dans et par la réciprocité, si je veux donner une définition à peu près solide et qui pourrait passer pour philosophique, parce qu'après tout, c'est mon métier. Je vais maintenant analyser plus directement la signification de ce concept et la manière dont il est devenu une notion courante, tout particulièrement en matière de justice transitionnelle. Je rappelle tout d'abord que Ubuntu est un mot qui reste le même dans différentes langues bantoues. La raison de cette permanence tenant à sa constitution même. Le mot qui en est la racine, muntu, que j'ai écrit au tableau, signifie humain. Et c'est à partir de cette racine que les langues bantoues ont été justement appelées des langues bantoues. Ce sont les langues du muntu. Toutes les langues dans lesquelles l'humain se dit muntu sont appelées langues bantoues. Bantou étant le pluriel de muntu. Dans ces langues, le mot dérivé Ubuntu traduit donc le fait qu'être humain n'est pas un état, mais une tâche, mais un devoir, lequel se remplit dans la réciprocité. Voilà pourquoi je choisis de dire « faire humanité ensemble » pour, d'une expression un peu étrange en français, traduire ce mot. Maintenant, comment ce mot est-il devenu un concept philosophique? Il l'est devenu lorsqu'il a été utilisé comme tel par Nelson Mandela et Desmond Tutu en Afrique du Sud. Je fais donc la remarque suivante. Il est important de préciser que les mots de nos langues n'expriment pas spontanément une philosophie. Si je dis que les Bantous, d'ailleurs les Bantous ça n'existe pas, comme je vous ai dit, on a regroupé sous le nom de Bantou un certain nombre de langues où la racine Muntu signifie humain. Mais si je dis dans ces populations parlant des langues bantoues, il y a une philosophie de l'Ubuntu, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de philosophie collective, il n'y a pas de philosophie spontanée qui naîtrait comme ça des langues. Les mots de nos langues deviennent des concepts philosophiques par l'usage et l'emploi qui en est fait. Par conséquent, je dirais que le mot Ubuntu était en quelque sorte en attente dans les langues bantoues, mais qu'il est devenu véritablement un concept opérationnel, un concept d'éthique, un concept de philosophie, un concept de justice transitionnelle, lorsqu'il a été activé en quelque sorte philosophiquement par l'usage qu'en ont fait Nelson Mandela et Desmond Tutu. Le mot Ubuntu a donc fini par signifier, si je veux prendre une expression qui rappelle un petit peu Descartes, je suis parce que nous sommes, au sens de la philosophie d'un philosophe kényan qui s'appelle John Beatty, mais oubliez cela très vite, je n'ai pas l'intention de vous parler de John Beatty. Et plus généralement, ce concept en est venu à signifier devenir humain ensemble dans la réciprocité. Et il est enchâssé comme tel aujourd'hui dans la constitution de la Nouvelle-Afrique du Sud. Vous trouverez ce mot Ubuntu dans le préambule de la Constitution de l'Afrique du Sud nouvelle. Comme son nom l'indique, l'apartheid était le nom d'une idéologie de séparation tribale fondée sur la notion que les cultures humaines sont des essences qui doivent se développer sur des trajectoires distinctes et spécifiques qui ne peuvent ni ne doivent se mélanger. C'est exactement la définition de l'ethnonationalisme. Mais la victoire contre l'apartheid, le combat mené par Desmond Tutu, Nelson Mandela, Steve Biko et d'autres, aurait également pu être la victoire d'un autre tribalisme, et on ne serait pas sorti de l'auberge, comme on dit familièrement, si cette victoire avait été comprise comme le moment de la vendetta des autres tribus contre la tribu afrikaner, que l'on a appelée la nation arc-en-ciel de la Nouvelle-Afrique du Sud, était la même lutte pour la démocratie qu'il avait menée toute sa vie contre l'apartheid. C'est parce qu'il avait lutté contre l'ethnonationalisme de l'apartheid qu'il n'a pas voulu d'un ethnonationalisme noir qui aurait signifié une vengeance contre la tribu afrikaner. Ce qu'il a donc compris, c'est que l'alternative est entre une idéologie de tribu, d'humanité séparée d'une part,
et de l'autre, une politique d'humanité signifiant à la fois que cette politique est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée à constituer, un horizon qui demande d'être poursuivi en permanence. Ainsi, la démocratie elle-même, si on prend l'étymologie de ce mot, peut être identifiée à l'humanisme d'Ubuntu. Dans sa conférence pour le centenaire de la naissance de Madiba, Madiba étant le nom de endearment, le nom qu'on donne à Mandela d'affection, Obama a ainsi parlé il y a bientôt un an, le 17 juillet dernier, d'une politique de notre humanité commune. L'expression politique de notre humanité commune, je l'emprunte donc à Barack Obama, insistant sur le fait que cela ne signifie pas l'abandon des identités ethniques, nationales ou religieuses. Ce que cela dit, c'est que cela indique une tâche pour notre époque, celle de mettre en place les conditions de possibilité et les modalités d'une politique de cette humanité commune. L'identification que je viens de faire de la démocratie et de l'Ubuntu signifie au fond que la seule politique pour nous aujourd'hui, c'est celle d'une construction et d'une expansion continue de la police, c'est-à-dire de la cité, mais une cité comprise comme cette humanité en devenir, qui doit être appelée donc démocratie ou société ouverte, un concept proposé à la fois par le philosophe français Henri Bergson et par le philosophe autrichien devenu britannique Karl Popper, et qui est devenu le porte-drapeau un peu de l'action humanitaire de George Soros dans le monde, comme vous le savez. Pour ma part, dans les différentes significations que la notion de société ouverte a eues chez Karl Popper ou chez Bergson, je suis Bergson, en considérant qu'une telle politique d'humanité est par définition une politique de la société ouverte, est par définition une éthique dans le sens d'une ouverture et d'un dynamisme qui caractériserait l'éthique par opposition à la seule moralité close de la tribu. Ce serait un beau sujet de dissertation pour le bac. Entre moralité et éthique, il y a la différence. Vous dites éthique, c'est l'ouverture, c'est le dynamisme, alors que la moralité peut être close sur une organisation sociale donnée. Alors que l'éthique est toujours une société ouverte et une pratique permanente de rupture d'avec la politique des tribus et des ethnonationalismes, c'est-à-dire de l'idéologie qui transforme les identités ethniques, nationales et religieuses en une politique. Et cela, ce n'est pas une autre politique. Ceux qui sont ethnonationalistes ne proposent pas une autre politique, ils proposent le contraire absolu de la politique. Et c'est parce que, encore une fois, il s'agit de la politique de la construction de la cité humaine. C'est à une telle politique de l'humanité que Mandela et Desmond Tutu ont donné, je l'ai dit, le nom d'Ubuntu, en expliquant qu'il ne s'agit pas d'élargir la tribu, mais d'en sortir. L'ouverture continue de la police définit ainsi une cosmopolitique, et c'est un autre nom pour une politique de l'humanité. Nous parlons donc d'une éthique, d'une utopie mobilisatrice et même d'une certaine spiritualité, finalement. Utopie, éthique et spiritualité sont toutes des notions qui entrent dans la composition de Ubuntu ou de la société ouverte. Et utopie, éthique et spiritualité se sont incarnées à un moment donné dans le socialisme, à ses origines à tout le moins, avant qu'il ne renie justement son caractère utopique et spiritualiste. Le socialisme, au fond, d'une certaine façon, s'est trahi dans sa mission en se voulant d'une manière extrêmement positiviste une science de l'histoire, etc. Là, je suis en train d'aller contre mon vieux maître que Philippe a rappelé tout à l'heure, mon vieux maître Althusser, qui a beaucoup donné dans le sens de ce marxisme et de ce socialisme positiviste, qui était une certaine manière de rompre avec les origines du socialisme et la flamme qu'il y avait derrière ce mot lorsqu'il était utilisé par Jean Jaurès, par exemple, fondateur, comme vous le savez, du Parti socialiste français et du journal auquel il a précisément donné le titre « L'Humanité ». Et disant cela, je pense à l'éditorial du tout premier numéro où il présentait le quotidien, dans lequel Jean Jaurès a défini le socialisme comme, je le cite, « la promesse de nations réconciliées se reconnaissant comme des lambeaux d'une humanité commune ». On ne dirait pas mieux
en disant Ubuntu. Je voudrais évoquer ici, en fermant la parenthèse du socialisme, je voudrais évoquer ici une illustration particulièrement éloquente d'une politique de l'humanité et d'une cosmopolitique. C'est la décision récente, et je reviens toujours sur cette décision pour laquelle j'ai énormément d'admiration, la décision récente du Conseil constitutionnel français de considérer qu'il y a bien un sens à parler d'une politique de la fraternité. Comme nous le savons tous, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise officielle de la France depuis la Révolution de 1789. Nous le savons tous. Nous sommes peut-être moins nombreux, en revanche, à savoir que c'est devenu aussi et très exactement la devise de la République d'Haïti lorsque celle-ci a conquis son indépendance en 1804. Ceux qui ont mené la révolution haïtienne, en effet, d'abord derrière Toussaint Louverture et ensuite derrière ce que C.L.R. James a appelé les Jacobins noirs, the Black Jacobins, ont en effet mené la guerre victorieuse de libération contre les armées napoléoniennes au nom des Lumières. On oublie toujours que ce n'est pas au nom de leur particularisme que les nations anciennement colonisées se sont battues contre l'Europe, mais au nom des mêmes Lumières dont l'Europe a estimé qu'il était dans sa mission de les apporter au reste de l'humanité. Les Jacobins noirs se sont donc battus victorieusement contre les armées napoléoniennes au nom des Lumières, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, contre une France qui, à l'époque, avait à la fois la proclamation de ses principes, mais une proclamation qui ne l'avait pas empêché de maintenir l'esclavage après l'avoir aboli un temps, et bientôt, à partir de 1830, de se lancer dans la colonisation avec le crime contre l'humain, pour citer le président Macron, que cela a pu entraîner. Ce qu'exprimait cette adoption par les Jacobins haïtiens de la même devise, qui est toujours la devise d'Haïti, c'était l'idée que celle-ci devait naturellement faire Ubuntu et non pas se limiter à une France ou à une Europe considérée comme terre de la civilité à l'exclusion du monde colonial où régnerait la barbarie. Parce que définir les lumières et les grands principes de la devise liberté, égalité, fraternité en disant que ces devises-là valent pour le monde de la civilité qui était l'Europe et ne valent plus pour le monde de la barbarie qui était le reste du monde, c'était une forme de trahison de ces devises mêmes. Parce que si vous proclamez liberté, elle ne peut pas avoir de frontières. Et d'ailleurs, Jean Ferrat, chantant Ma France et Aragon, dit d'elle qu'elle est, je vous l'aurais chanté si ma voix était meilleure que cela, cette ère de liberté au-delà des frontières aux peuples étrangers qui donnait le vertige. De la même manière, si vous proclamez égalité, vous ne pouvez pas l'enfermer dans les limites hexagonales. C'est au fond la grandeur de la devise française. Si vous regardez d'autres devises, et c'est toujours très intéressant de se demander quelles sont les devises des différents pays, il y a toujours, en général, je crois que la majorité, le mot que vous trouverez le plus dans beaucoup de devises, c'est un peuple ou une nation, etc. On insiste sur l'unité, comme si on avait peur que la nation se sépare et parte comme ça en friche, mais la devise est une manière de tenir ensemble une nation. Alors qu'une devise qui utiliserait les concepts précisément de liberté, égalité et de fraternité, comme je viens de le dire, c'est une devise qui par nature est universelle. L'universalisme républicain, il est véritablement dans la devise de la France et non pas dans les usages qui en sont faits aujourd'hui, qui sont malheureusement des usages parfois d'exclusion. J'ai parlé de liberté et d'égalité, la fraternité. Est-ce que cela peut être une notion tribale qui serait définie par l'appartenance? Est-ce que la fraternité, c'est l'appartenance à une même fratrie? Est-ce que c'est l'expression d'un sentiment, le sentiment d'un lien entre des ressortissants d'une même famille et d'une même nation? La réponse a été lumineuse, celle du Conseil constitutionnel. Parce que lorsque le Conseil constitutionnel a décidé que rendre illégal un geste de fraternité envers un réfugié, c'était ça qui était inconstitutionnel, il a véritablement réinventé le sens de fraternité en affirmant qu'elle ne pouvait être pensable que si elle était ouverte, elle ne pouvait être pensable que si elle était ouverte à l'étranger,
aux non-citoyens, elle ne pouvait être valide que si elle était valide au-delà des frontières de la nation. Et c'est en ce sens que c'est aussi maintenant un concept cosmopolitique. Pour conclure sur ce point, Ubuntu a marqué la victoire contre l'apartheid en Afrique du Sud, en invitant à sauter à pieds joints en humanité, en se dégageant des tribus. Utilisant cette expression, je ferai 3 remarques. La première, pour souligner qu'Ubuntu est aujourd'hui un concept universel en matière de justice transitionnelle. C'est-à-dire que toutes les fois que vous avez mis en place des tribunaux, par exemple sur le modèle sud-africain du tribunal Vérité et Réconciliation, vous avez demandé que les décisions de justice ne soient pas liées au passé, c'est-à-dire à des précédents, ne soient pas une manière de sanctionner des faits en s'appuyant sur l'histoire et les précédents, mais vous avez demandé que les décisions de justice prennent leur sens à partir du futur. Vous commencez par projeter la société que vous voulez et vous dites, en fonction de la société qui doit advenir, contre tous les scénarios catastrophes possibles, quelle décision de justice est-ce que je dois prendre? Et cette manière nouvelle de penser les choses, dans cette manière nouvelle, dans la justice transitionnelle, Ubuntu est venu prendre une place universelle et une place lumineuse, éclairant notre humanité post-catastrophe, parce que malheureusement, nous allons de catastrophe en catastrophe, et nous avons même réussi, à la fin du XXe siècle, alors qu'on avait dit plus jamais ça, à avoir un génocide encore. La deuxième remarque que je ferai sera pour dire qu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'évoque l'apartheid qui est passé, mais aujourd'hui, le sens de mon propos est de dire que l'apartheid est revenu et que la fragmentation en Bantoustan est devenue mondiale. Ce qui caractérise notre monde de populisme, comme on dit, ou d'ethnonationalisme, c'est simplement une généralisation, une globalisation, une mondialisation de l'apartheid et de la fragmentation des humains en des Bantoustans. La troisième remarque sera pour expliquer cette métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure en parlant du bon sauter à pieds joints en humanité. Le bon, qui est une figure, une métaphore utilisée par Bergson pour indiquer la parenté qui existe précisément avec Ubuntu. Faire humanité ensemble peut se traduire en effet dans les termes de la philosophie de Bergson d'une société ouverte, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma deuxième remarque. Pour dire que la multiplication des populismes, ou plutôt des ethnonationalismes, qui remettent en question la démocratie, constitue un retour sur le plan mondial de l'apartheid, d'une philosophie des murs à construire pour séparer les identités culturelles. On voit des murs refleurir partout, alors qu'on pensait s'être débarrassé du grand mur de séparation en 1989. Cette expression traduit ce que beaucoup considèrent comme une crise de la démocratie. Je pourrais citer ici quelques philosophes contemporains qui se trouvent être mes amis également, Frédéric Worms qui parle des crises chroniques de la démocratie, Marc Crépon qui est alarmé par ce qu'il appelle une démophobie, et récemment, dans la préface qu'il a écrite pour un livre du journaliste David Van Reybrouck, au titre provoquant de Against Elections, Kofi Annan, le regretté Kofi Annan, fait remarquer que la crise de la démocratie est avant tout une crise de confiance dans la démocratie. Les opposants à la démocratie s'affichent en effet de plus en plus, n'ont aucun scrupule, tandis qu'en face, la défense de la démocratie est tiède ou entachée par le doute. Au fond, c'est sur ce scepticisme des démocrates et cette offensive des antidémocrates que se construit l'ethnonationalisme et son autre qui est la politique, l'autre versant de l'ethnonationalisme qui est la politique de l'homme fort. Les deux, ethnonationalisme et politique de l'homme fort, étant deux faces d'une même pièce. Très bien représenté par le président actuel de la Hongrie, qui incarne la préférence de l'identité de la tribu contre la démocratie et l'ouverture lorsqu'il fait un bouc émissaire de l'homme qu'il a construit comme némésis, le milliardaire George Soros, qui a été son mentor dans le passé et qui aujourd'hui représente pour lui le mal démocratique dans toute son horreur. Son rejet de Soros traduit l'opposition absolue entre le tribalisme en tant que fondement zéro de la politique et l'aspiration éthique dont je parlais tout à l'heure, qui est la base
de la société ouverte. Bien sûr, George Soros a su mieux que personne jouer le jeu de la mondialisation financière pour édifier une fortune colossale. Mais il la met, cette fortune aussi, au service de la société ouverte, de cette politique d'une humanité commune, et c'est ce qui fait de lui, aux yeux du président de la Hongrie, le porteur de ce qu'il voit comme la tare suprême de la démocratie, le mondialisme, qui signifie la non-appartenance à une tribu, d'où découle accusation absurde mais qui marche politiquement, l'accusation d'une propension de Soros, dit-il, à favoriser la migration de ces sans foyer ni loyer, sans feu ni lieu, que sont les migrants. Ceux qui ont perdu tous leurs biens, à la fois propriété et appartenance à une nation, et qui ne peuvent exiger alors ce que Hannah Arendt a appelé le droit d'avoir des droits. On notera le rapprochement que font toujours les ethnonationalismes entre ce qu'ils appellent les élites mondialistes et les migrants. On dénonce les élites mondialistes et on a l'impression qu'il y a là une dénotation, qu'on a dit quelque chose de très précis. Et puis les migrants, on a également l'impression qu'on a dit quelque chose de précis et on a parlé d'une menace qui serait réelle. On les accuse, élites mondialistes et migrants, du même péché originel d'être déterritorialisés, de ne pas être inscrits dans des terroirs, de savoir au fond que l'être humain n'a pas des racines. L'être humain n'est pas une plante. Rien ne manifeste mieux le retour de l'apartheid mondial et sa coexistence avec la mondialisation que ce que l'on peut décrire comme la crise de la nouvelle place publique qu'est l'Internet. Il y a eu, à propos de l'Internet, le discours de l'illusion lyrique, quand il était convenu que l'Internet et les médias sociaux avaient créé une sorte d'espace public mondial plein de promesses et de possibilités, avec la vocation irrésistible d'effacer les frontières et d'ouvrir la voie à la société ouverte. Internet aurait pu, si cela avait été vrai, être synonyme d'Ubuntu. Nous réalisons maintenant qu'il en est de l'Internet comme de la langue d'Ésope, elle est la meilleure et la pire des choses. Il faut tout d'abord noter un paradoxe. Le paradoxe, c'est d'avoir la propriété privée de ce qui est devenu une place et un espace public, c'est-à-dire du contrôle exercé par quelques-uns ou quelqu'un sur les espaces mêmes de ce que le philosophe Habermas a appelé l'action communicationnelle. De nombreux exemples montrent aujourd'hui la possibilité de saper, grâce à l'Internet, les fondements même de la démocratie, parmi lesquels l'élection de nos représentants. Et contre cela, aucune solution ne semble être sans faille. Si vous avez une intervention de l'État ainsi que la décision de ceux qui contrôlent la plateforme de conserver ou de désactiver certains comptes appelés fake news, vous remettez en question le pilier qu'est la liberté d'expression. Mais la raison pour laquelle j'évoque ici la langue d'Ésope à propos de l'Internet, c'est que, étant le symbole même de la société ouverte, il peut également parfaitement être au service du tribalisme le plus fermé. Une force de déterritorialisation comme l'Internet se voit ainsi mise au service des terroirs qui s'expriment dans un insoutenable langage de haine. D'innombrables sites web créent ainsi des tribus qui sont constituées par le rejet des autres et l'érection de murs numériques. Je vais plus vite sur ma troisième remarque. Se demander ce qui donne son pouvoir au tribalisme nécessite une analyse philosophique à laquelle je vais me livrer maintenant, en particulier, je l'ai dit, celle d'Henri Bergson, qui m'apporte, je crois, sur cette argumentation, la lumière la plus précieuse. Il nous enseigne que le refus radical d'entendre la question de Nicolas Hulot, où est passée notre humanité, provient de la simple négation de l'idée même d'une humanité en général. Nous sommes devenus des nominalistes. Nous disons l'humanité en général, ça n'existe pas. Ce qui existe, évidemment, ce sont les réalités du terroir, ce sont les réalités nationales, etc. L'humanité en général, c'est un concept vague, un flatus vocis pur et simple, si on veut jargonner, en latin. Or, c'est sur l'humanité en général que l'obligation d'hospitalité peut être fondée. L'humanité en général existe pour ce que Bergson appelle une âme qui s'ouvre ou une âme ouverte, celle qui est au cœur de sa pensée dans le dernier livre qu'il a publié avant sa mort, Les deux sources de la morale et de la religion. Dans cet ouvrage, le philosophe français explique que le sentiment d'appartenance à la tribu est certainement un instinct chez nous. Et parce que c'est un instinct, il n'est pas nécessaire de remettre en question son origine ou sa nature, mais seulement de reconnaître qu'il existe et qu'il est inscrit primitivement dans notre nature. Devant l'instinct tribal,
on dira simplement comme devant les montagnes, elles sont là, c'est ainsi. Telle est donc la motivation sur laquelle sont fondées la politique tribale et l'appel de ralliement à l'ethno-nationalisme. Il est donc compréhensible que lorsque cette politique prend l'apparence du sens commun et se présente comme immédiatement évidente par rapport aux complexités de ce qu'elle condamne comme le politiquement correct de l'ouverture aux autres, elle fait de la nature primitive de l'instinct tribal sa vérité première. Ce qui existe pour moi, c'est le cercle de proximité constitué par la communauté de ceux qui me ressemblent, qui ont la même couleur de peau ou la même religion. Il a même été proposé, vous vous en souvenez, à un moment donné, du côté de l'Est, de classer les demandeurs d'asile et les réfugiés selon leur religion. Si l'on veut donc évoquer une abstraction telle que celle d'une humanité, il ne peut s'agir que d'une sorte de sommation zoologique dans cette manière de penser, d'un regroupement obtenu uniquement par addition d'humanités considérées comme hétérogènes. On ne peut pas simplement arriver à l'idée d'humanité en général en partant des affiliations et en élargissant progressivement les inscriptions territoriales. En bref, on ne peut pas étirer l'instinct tribal jusqu'à en faire un instinct de l'humanité. Il faut donc pouvoir sortir simplement, carrément de l'instinct pour se retrouver tout à la fois et d'un seul bond, pour revenir à l'image de Bergson, pour se retrouver en contact avec l'humanité en soi-même et chez les autres. La question qui se pose alors est la suivante. Comment est-il possible d'ouvrir l'âme, pour prendre l'image de Bergson, d'ouvrir l'âme au-delà de la tribu, s'il est établi à l'origine que nous aimons naturellement, et je cite ici Bergson, naturellement et directement nos parents et nos compatriotes, alors que l'amour de l'humanité ne peut être qu'indirect et acquis. Où pouvons-nous puiser dans une force qui n'a pas l'immédiateté d'un instinct? En d'autres termes, comment est-il possible d'obtenir quelque chose qui va à l'encontre du plan de la nature pour nous enrôler dans la communauté que notre tribu a construite avec sa propre moralité et son opposition à d'autres tribus? Eh bien, nous dit Bergson, cela est possible parce que nous avons aussi dans notre nature la capacité de tromper cette même nature et d'étendre par l'intelligence la solidarité sociale pour en faire fraternité humaine. Nous acquérons ainsi le sens de cette fraternité humaine à travers, d'une part, dit-il, la religion, et ici il faut se rappeler qu'une des étymologies possibles du mot religion, il y a une étymologie qui signifie relire, lire de nouveau, ou une autre étymologie possible qui signifie relier. Alors cette étymologie de relier porte la possibilité pour la religion d'être un moyen d'acquisition de cette idée de fraternité. Et de l'autre, nous avons également notre intelligence qui peut prendre la forme de la raison philosophique. La raison philosophique nous apprend que l'humanité en général, ce n'est pas un concept vide. De la même manière, la religion aussi nous dit cela. Ainsi, pour nous ouvrir au-delà de l'instinct, il peut y avoir la religion et son appel à aimer l'humanité par Dieu, en Dieu, toutes les formes religieuses que l'on peut trouver, et la raison par laquelle nous communions tous et par laquelle les philosophes nous amènent à voir l'humanité et nous montrent ainsi, dit Bergson, l'éminente dignité de la personne humaine, le droit de tous au respect, c'est-à-dire le fondement de ce que j'appelais tout à l'heure le droit d'avoir des droits. Il est intéressant de voir ici que la religion qui est probablement la chose la plus facile à enrôler au service des fanatismes et des exclusions, devient aussi probablement le lieu qui est le plus efficace, le discours qui est le plus efficace lorsqu'il s'agit d'enseigner à l'humain la signification de l'humanité. Ce droit d'avoir des droits sur lequel je reviens, c'était pourtant tout le sens de la déclaration de Marrakech. Cette déclaration de Marrakech qui avait la double importance, d'une part, d'attirer l'attention sur le simple fait qu'un humain, même s'il n'est plus sous la protection d'un État, d'une nation, de celle qui lui donne sa citoyenneté, ne perd pas pour autant le droit d'avoir des droits simplement parce qu'il est humain. Et d'autre part, le fait que ça ait été une déclaration internationale. Dans ce lieu du multilatéralisme, dans ce lieu de la mondialisation, dans ce lieu où on essaye de faire humanité ensemble, que sont les Nations Unies. Même cette déclaration qui n'engageait pas à grand-chose, qui ne mange pas de pain, comme on dit familièrement, a connu les problèmes
qu'elle a connu. L'amour de l'humanité n'est pas primitif comme l'instinct. Il est quand même premier, au sens où nous en faisons l'expérience immédiate dans l'acte de fraternité et non à travers des étapes qui commenceraient par aller de la famille à la communauté étroitement définie, ensuite à la tribu, puis à la nation, et ainsi de suite. Il est dans la nature de cet amour de se déborder au-delà de la seule humanité pour réaliser aussi, en ce que j'appelle à la suite de Pierre Teilhard de Chardin, une humanisation de la Terre. Vous aurez compris que ceci m'amène à la deuxième partie de mon propos, habiter ensemble la Terre, et que donc je m'apprête de la conclusion et de votre délivrance. C'est le lieu d'évoquer ici la cosmologie au sein de laquelle la philosophie de l'Ubuntu prend toute sa signification. Et là, je vais être un petit peu technique sur l'Ubuntu. La centralité de l'homme, de l'humain, vivant dans une hiérarchie cosmologique. C'est au fond la signification profonde de l'Ubuntu, si maintenant je vais au-delà des langues bantoues pour regarder les religions bantoues, d'où cette notion d'Ubuntu prend tout son sens. Cette cosmologie est une cosmologie de force de vivre qui est exprimée dans les affirmations suivantes. Première affirmation, exister, être, c'est être une force. Nous sommes tous qui sommes ici, non pas seulement des existences passives, mais des forces actives. Être, c'est être une force. Non pas que être, c'est avoir une force, c'est être une force, c'est-à-dire que être et force se réciproquent. Si on veut le dire en latin, et jargonner encore un peu, on dira ens sive robur, parce que vous savez, comme vous savez, en latin, sive signifie autrement dit, être, autrement dit, une force. Et d'ailleurs, le mot Untu, qui est la racine de Muntu, de Bantu et de Ubuntu, signifie à la fois être, existence et force. Deuxième axiome de cette cosmologie, chaque force est une force spécifique. Troisième axiome, vous avez différents types d'êtres qui sont dans la différence et dans la différence des intensités et des types de forces que ces êtres sont. Quatrième, une force peut être augmentée ou diminuée, elle peut être affaiblie, renforcée ou déforcée, pour utiliser un néologisme qui a été forgé par le poète président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, justement pour rendre cette idée. Ce qui est bien, c'est ce qui renforce, ce qui augmente la force de vivre, et ce qui est défini comme mal, c'est ce qui déforce, ce qui affaiblit, ce qui pétrifie la force de vivre. Dernier axiome, l'univers est une sorte de hiérarchie de forces organisée en fonction de leur intensité, allant de Dieu jusqu'au minéral, en passant par les ancêtres fondateurs, les humains vivants, les animaux et les plantes. Autrement dit, vous avez une échelle de force et d'être qui va de la force des forces qui est Dieu, les ancêtres, puisque vous savez que les religions traditionnelles africaines donnaient une grande place aux ancêtres partis, les humains vivants qui sont au centre du système, les animaux, les végétaux, les minéraux, et si on les met dans cette hiérarchie de force, c'est que rien n'est inerte, y compris le minéral lui aussi est vivant, il n'y a jamais de degré zéro de vie, rien n'est inerte et ces forces sont solidaires entre elles. Dans cette cosmologie des forces, dans cette échelle d'être, vous avez une sorte de parenté entre Dieu et le caillou. Et au centre de cette échelle se trouve l'humain vivant. Cette centralité est cependant à comprendre comme radicalement différente de la notion cartésienne, de la notion de Descartes, du sujet humain qui devrait être comme maître et possesseur de la nature. La centralité dont nous parlons ici n'est pas celle de la possession, mais celle de la responsabilité, dans un monde d'interconnexion de forces qui, effectivement, va du caillou jusqu'à Dieu, où il s'agit d'assurer que la finalité vers une plus grande force, la finalité du système qui est de produire une surabondance de force, sera servie. Ainsi, si je traduis dans les termes de cette cosmologie de l'Ubuntu, ce que Bergson a appelé notre âme ouverte, je comprends que notre âme ouverte ne peut pas s'arrêter à une ouverture à l'espèce humaine. Cela nous ouvre également à notre devoir d'humaniser la Terre, d'habiter la Terre, non seulement entre nous humains, mais entre tous les êtres vivants qui sont en interconnexion avec nous dans la cosmologie que j'ai décrite un peu rapidement.
Ma conclusion récapitulera la signification d'Ubuntu d'être un anti-cartésianisme. Je n'ai rien contre Descartes, j'aime beaucoup René Descartes d'ailleurs. Mais ici, l'Ubuntu est contre Descartes. Ce n'est pas le Descartes identifié à la raison. L'esprit cartésien, dit-on, est l'esprit rationnel par excellence. On oublie que Descartes vivait à une époque où on brûlait les sorcières et que lui-même avait des rêves un peu fous, alors que, autant que je sache, le cannabis n'avait pas été autorisé en son temps. Malingénie vient tout droit de la fumette cartésienne. Alors, le Descartes dont je parle ici, c'est le Descartes d'une certaine philosophie de l'individualisme d'une part, et le Descartes de la transformation de la nature en ressources humaines, naturelles. C'est la chef des ressources humaines qui m'induit en erreur. Transformation de la nature en ressources naturelles. Je considère d'abord le premier point, l'individualisme. Pour rappeler une équation qui figure dans ce que j'ai dit, l'équation selon laquelle devenir humain égale renforcer mon humanité à travers l'humanité des autres. Et si cette première équation exprime l'idée que je suis parce que nous sommes, et cette idée n'implique pas du tout pour autant la négation de l'individualité. On dit toujours que les Africains ont une philosophie du collectif, du groupe, l'individu n'existe pas, il n'a pas de droit, il a juste des devoirs vis-à-vis du collectif, c'est le groupe qui importe, etc. Ça, c'est la fabrication permanente que l'on projette sur le continent africain. Il ne s'agit pas, dans la philosophie de l'Ubuntu, d'une négation de l'individualité, mais de l'expression de l'idée que la fin de l'individu humain, c'est de devenir une personne avec le soutien de la communauté. Cette définition-là est encore une autre définition possible de l'Ubuntu. Je considère ensuite, deuxième point, que la centralité de l'humain vivant, dans la hiérarchie ontologique, dans la hiérarchie de la cosmologie que j'ai évoquée précédemment, ne signifie pas qu'il s'agit de faire de l'humain un empire au sein d'un empire, qui lui donnerait donc de droit sur tout, sur la nature. Ce n'est pas la notion cartésienne selon laquelle les humains doivent pouvoir être, Descartes dit dans le discours de la méthode, comme maîtres et possesseurs de la nature. Plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, la centralité des êtres humains repose sur leur responsabilité vis-à-vis des autres forces, des autres êtres vivants, puisqu'il n'y a rien d'inerte. Et c'est ce qui me fait énoncer cette deuxième équation, que devenir humain, c'est aussi humaniser la Terre. D'où le titre que j'ai proposé, Faire humanité ensemble et ensemble habiter la Terre, et en nous souhaitant à tous de nous faire les uns par les autres et les uns pour les autres des âmes ouvertes, je voudrais vous remercier de votre patience. Merci.